L'agilité. Quand on entend ce mot, on pense tout de suite à flexibilité, autonomie, collaboration. Et pourtant, pour pas mal d'équipes, la réalité est bien différente. C'est devenu synonyme de pression, de micromanagement. Aujourd'hui, on va décortiquer ce paradoxe. Comment une méthode pensée pour libérer les équipes peut, parfois, finir par les étouffer. Ce n'est pas de la gestion de projet, c'est du harcèlement de projet. Cette phrase, elle est un peu choc, non? Elle vient d'un témoignage et franchement, elle met le doigt pile là où ça fait mal. C'est ce moment précis où les outils et les processus deviennent plus importants que les gens et le bon sens. Alors, soyons clairs tout de suite, ce qu'on appelle le harcèlement de projet, ce n'est pas l'agilité elle-même. Non, c'est une déformation, une sorte de trahison de ses principes de base. Alors, voyons un peu d'où vient cette dérive. La racine du mal, elle est là. C'est l'obsession du contrôle. Quand on passe son temps à vouloir tout suivre, tout mesurer, tout vérifier, ça devient une fin en soi. Et on oublie la question la plus simple, mais la plus importante. Pourquoi on fait tout ça? La machine administrative prend le dessus, et le sens du projet, lui, disparaît complètement. D'accord. Mais concrètement, au quotidien, ça ressemble à quoi cette dérive? On va s'intéresser aux symptômes, un peu comme un médecin. On va voir comment des outils et des rituels qui sont excellents à la base peuvent être totalement pervertis. Premier symptôme, un grand classique, le daily stand-up. À l'origine, c'est un moment rapide, sympa, pour se synchroniser et s'entraider. Mais ça peut vite tourner à l'interrogatoire. La question n'est plus « comment on peut s'aider ?», mais plutôt « alors qu'est-ce que t'as fait hier et pourquoi t'as pas fait plus ?» Ambiance. Deuxième dérive, les sprints. L'idée d'un sprint, c'est de donner un rythme de travail qui soit intense mais soutenable. Sauf que, bien souvent, ça se transforme en marathon d'épuisement. On enchaîne les courses sans jamais récupérer et l'objectif n'est plus la qualité mais juste la quantité. Forcément, à la fin, les équipes sont sur les rotules. Et le troisième symptôme, qui est peut-être le plus triste, on arrête de se parler. Les discussions informelles, ces échanges qui font naître les meilleures idées, eh bien, elles sont remplacées par une gestion froide de tickets. La collaboration humaine se transforme en une transaction impersonnelle. C'est un peu la déshumanisation du travail. Le point crucial, il est vraiment là. On assiste à une inversion totale des valeurs, une philosophie qui est basée sur la confiance et l'autonomie, qui devient en fait un instrument de surveillance et de pression. C'est la trahison fondamentale de l'esprit agile. Et voilà le résultat. Le focus change complètement de nature. On ne se préoccupe plus de piloter un produit tous ensemble, non. On se met à surveiller des individus. Chaque personne de l'équipe devient une petite ligne dans un tableau de bord, et non plus un cerveau créatif qui contribue à un projet commun. Bon, au-delà de la frustration et du mal-être, quel est l'impact réel de cette dérive? C'est là qu'on entre dans la zone de danger. Le moment où le processus, les règles, deviennent plus importants que les personnes qui sont censées les appliquer. Alors, une petite pause pour réfléchir. Quel est, au fond, le véritable risque quand on tombe dans ce piège? Le danger, c'est cette spirale infernale. Ça s'enchaîne en fait. D'abord, la méthode prend le pas sur le sens. Ensuite, respecter le cadre devient plus important que d'aller dans la bonne direction. Très vite, on se met à confondre livrer vite et faire bien. Et la conséquence finale, elle est dramatique. Les équipes passent toute leur énergie à se défendre du processus, au lieu de l'utiliser pour créer. Ok, le constat est un peu noir, je vous l'accorde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Comment on fait pour réhabiliter l'agilité? Eh bien, la clé, c'est assez simple. Il faut revenir aux fondamentaux. Premier pas, simple mais essentiel, on remplace le reporting à sens unique par un vrai dialogue. Il ne s'agit plus juste de regarder des chiffres dans un rapport, mais de prendre le temps d'échanger pour comprendre ce qui bloque et surtout pour trouver des solutions. Ensemble. Deuxième changement, qui est tout aussi fondamental, on remplace l'obsession de la mesure par la confiance. Les métriques, c'est bien, ça reste des outils utiles, mais ça ne doit jamais devenir des verdicts. Faire confiance à l'expertise de l'équipe, c'est 1000 fois plus puissant que n'importe quel tableau de bord. Et enfin, il faut que le produit redevienne la seule et unique boussole. La question qu'on doit se poser en permanence, c'est est-ce que cette procédure nous aide à faire un meilleur produit? Si la réponse est non, alors il faut oser la remettre en question. Le but, c'est le résultat, pas le respect aveugle de la procédure. On le voit bien, la solution, elle n'est pas dans un nouvel outil magique. C'est un changement beaucoup plus profond que ça. C'est un changement de culture, un nouvel état d'esprit. Et voici sans doute la conclusion la plus importante de toutes. L'agilité, ce n'est pas un gant de fer managérial, une nouvelle façon de serrer la vis. C'est avant tout un état d'esprit. Une culture de collaboration, d'adaptation et de confiance, partagée par tout le monde. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, un bon chef de projet agile ne va pas passer son temps à traquer les écarts par rapport au plan. Au contraire, il va les écouter. Parce que c'est souvent dans ce qui ne se passe pas comme prévu qu'on trouve les informations les plus précieuses. Alors pour conclure, posons-nous cette question. La prochaine fois qu'on verra un graphique dans le rouge, un burn-down chart qui pique les yeux, demandons-nous ce qu'il cache.
Une idée brillante qui a juste pris plus de temps? Une difficulté technique imprévue? Ou tout simplement un humain qui est fatigué et qui a besoin de souffler? La vraie agilité, finalement, c'est peut-être juste ça. Apprendre à écouter l'histoire qui se cache derrière les chiffres.